Ma mère m'a mise à la porte avec mon enfant de 2 ans jusqu'à ce que je demande pardon à ses précieuses favorites, ma sœur et sa fille. Je n'ai pas pleuré, j'en ai simplement informé ma grand-mère. Et ce qui s'est passé le lendemain a détruit leur vie. Je m'appelle Antia. Et si je vous racontais tout ce que j'ai enduré sous le toit de ma mère, vous vous demanderiez probablement comment je n'ai pas sombré. Tout a commencé quand mon mari m'a quittée. Il a simplement disparu un après-midi, laissant un mot plié près de l'évier comme s'il s'agissait d'un simple mémo informel. Pas d'explication, pas d'adieu à notre fille. J'ai appelé son téléphone encore et encore, et finalement, il a envoyé un SMS disant qu'il était amoureux de quelqu'un d'autre, une femme qu'il avait rencontrée lors d'un voyage au Mexique. Elle s'appelait Gabriela. Il a dit qu'il se sentait vivant avec elle, comme s'il était né de nouveau. Pendant ce temps, j'avais une petite fille accrochée à ma jambe, des couches à acheter, un loyer impayé et un réfrigérateur avec une demi-bouteille de ketchup et un œuf. J'ai appelé ma mère. Elle m'a dit que je pouvais revenir à la maison jusqu'à ce que je trouve une solution. Elle semblait compatissante, mais j'aurais dû m'en douter. J'aurais dû me souvenir de la façon dont les choses avaient toujours été. Ma sœur Amanda était sa fierté et sa joie, et la fille d'Amanda, Lucie, était traitée comme un enfant en or descendu du ciel. Peu importe ce qu'elle faisait, ma mère les traitait comme si elles marchaient sur l'eau. Alors, je suis revenue vivre là. Bah, je n'avais pas d'autre choix. Les premières semaines se sont bien passées, principalement parce que je restais discrète et que je m'occupais de tout. Vaisselle, lessive, repas, courses. Ma mère faisait des commentaires, toujours présentés comme des blagues, disant que je vivais à ses crochets et qu'elle espérait que je ne comptais pas m'installer là de façon permanente. Amanda me regardait à peine, sauf si elle avait besoin de quelque chose, ce qui était généralement une baby-sitter gratuite pour Lucie. C'est ce que je suis devenue, l'aide invisible et gratuite. Et ma propre fille, elle la remarquait à peine. Une fois, Amanda a dit à Lucie de ne pas jouer avec elle parce qu'elle ne voulait pas qu'elle prenne de mauvaises habitudes. Je ne sais même pas ce que cela était censé signifier. La situation s'est dégradée avec le temps. Si jamais je laissais une assiette dans l'évier, je la retrouvais sur mon lit en rentrant. Une fois, ma fille a renversé du jus sur le tapis et ma mère a hurlé si fort qu'elle l'a effrayée. Ma petite n'a pas parlé pendant 2 heures après cela et a commencé à se réveiller en pleurant au milieu de la nuit. J'ai essayé d'en parler à ma mère, mais elle a dit que j'étais trop sensible. Puis est venu l'incident du yaourt. Amanda avait acheté un pack des yaourts à la fraise préférée de Lucie et les avait laissés dans le réfrigérateur. Lucie m'en a demandé un et je le lui ai donné. Grosse erreur. Amanda est rentrée à la maison en hurlant, disant que je nourrissais sa fille sans permission et, soupir, que je volais ses courses. J'ai dit que ce n'était qu'un yaourt et que Lucie l'avait demandé. Et ma mère a explosé. Elle a dit que j'étais une ingrate. Elle a dit que je commençais à agir comme si je pensais que la maison était à moi. Puis elle a dit la seule chose qui a tout brisé en moi. Tu présentes tes excuses à Amanda et Lucie ce soir, ou tu t'en vas. Je ne l'ai pas fait. Je ne pouvais pas. Pas après avoir été traitée comme une étrangère dans ma propre famille. Alors elle a pris des sacs poubelles, y a fourré mes vêtements, a réveillé ma fille qui dormait et nous a poussées toutes les deux dehors. Il était 23h40. Ma fille n'avait même pas de chaussures aux pieds. Je l'ai enveloppée dans une couverture et je suis restée sur le perron tandis que la porte se refermait derrière nous. Pas d'adieu, pas de remords. Je n'ai pas pleuré. J'ai appelé ma grand-mère. Et le lendemain, tout a changé. Pas seulement pour moi, mais pour eux tous. Je ne m'attendais pas à ce que ma grand-mère réponde. Il était presque minuit, et elle se couche tôt. J'étais déjà en train de répéter un message vocal dans ma tête, essayant de trouver comment expliquer pourquoi j'étais dehors avec un bambin pieds nus quand j'ai entendu sa voix. Elle ne m'a pas interrompu une seule fois. Je lui ai tout raconté dans l'ordre où c'est sorti, les cris, les menaces, la façon dont ma fille tremblait dans mes bras pendant que ma mère fermait la porte à clé. Quand j'ai fini, il y a eu une longue pause, puis elle a demandé où j'étais,
Je lui ai dit que j'étais sur le parking d'une épicerie à quelques pâtés de maison, assise dans ma voiture avec le chauffage allumé. Elle m'a dit de rester là et de laisser le moteur tourner, puis elle a raccroché. J'ai passé la nuit dans cette voiture. Ma fille s'est finalement endormie vers 2 heures du matin, blottie contre moi sur le siège arrière. Je n'ai pas dormi du tout. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais le visage de ma mère alors qu'elle me tendait ses sacs poubelles comme si elle jetait des ordures. Un peu après 7 heures du matin, mon téléphone a sonné. C'était ma grand-mère à nouveau. Elle m'a dit de revenir à la maison. J'ai dit que je ne pouvais pas. Elle a dit que je le pouvais, et c'était tout. Quand je suis arrivée dans l'allée, sa voiture était déjà là, garée juste devant. Cela seul a suffi à me nouer l'estomac. Ma grand-mère ne venait jamais à l'improviste. Jamais. Je suis entrée en tenant la main de ma fille, me préparant à une nouvelle dispute. Mais la maison semblait différente, trop calme. Ma mère était assise à la table de la salle à manger, les bras croisés. Mon père se tenait près du couloir comme s'il ne savait pas où se mettre. Amanda était sur le canapé, faisant défiler son téléphone comme si rien ne se passait. Ma grand-mère se tenait au centre du salon. Elle n'a pas crié. C'était la partie la plus effrayante. Elle a posé une question simple à ma mère. Pourquoi as-tu mis ma petite fille et son enfant à la rue hier soir? Ma mère a commencé à s'expliquer, parlant de manque de respect, de limites, de la façon dont je tentais de m'approprier la maison. C'est alors que ma grand-mère l'a arrêtée. Elle a rappelé à tout le monde que la maison ne appartenait pas à mes parents, qu'elle ne l'avait jamais été, qu'elle l'avait achetée avec son propre argent et les avait laissés vivre là parce qu'ils étaient de la famille. Puis elle m'a regardée et m'a dit de m'asseoir. Elle a dit que les choses allaient changer immédiatement, que personne qui mettait une mère et un enfant à la rue la nuit ne méritait le confort dont ils jouissaient. Elle a demandé à mes parents de lui remettre leur carte bancaire sur le champ. Elle a dit qu'elle en avait fini de financer des gens qui abusaient de sa générosité. Amanda s'est mise à pleurer, disant que je la manipulais. Ma mère a dit que je détruisais la famille. Ma grand-mère n'a pas réagi. Elle leur a dit qu'ils avaient 30 jours pour partir. La pièce a explosé. Ma mère a supplié. Mon père a essayé de raisonner. Amanda m'a accusée d'avoir planifié tout cela depuis le début. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste serré ma fille dans mes bras et j'ai regardé les gens qui avaient rendu ma vie misérable se rendre compte, d'un coup, qu'ils n'avaient plus aucun pouvoir. Et ce n'était que le début. Le lendemain matin, tout le voisinage était au courant. Je ne sais pas si c'est Amanda ou ma mère qui a commencé à appeler les gens en premier, mais quelqu'un l'a fait. Dès 9 heures du matin, je recevais des messages de cousins dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années, me demandant s'il était vrai que ma grand-mère avait expulsé tout le monde et pris mon parti. Ils ne le disaient pas gentiment. Ils faisaient croire que j'avais semé le chaos pour m'amuser, mais je ne me concentrais pas là, dessus. Je venais de m'installer dans la chambre du haut avec ma fille, celle qu'Amanda s'était appropriée depuis l'université. Ma grand-mère m'a dit de la prendre, disant que j'avais besoin d'espace, d'intimité et d'une porte qui ferme à clé. Amanda a dû emménager dans la petite chambre d'amis. C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à dégénérer rapidement. Ma mère essayait de faire comme si rien n'avait changé. Elle continuait à cuisiner des muffins et à les laisser sur le comptoir comme si cela allait effacer ce qui s'était passé. Mon père restait silencieux, se cachant la plupart du temps dans le garage. Mais Amanda était furieuse. Elle marchait bruyamment dans la maison comme une locataire qui vient de recevoir un avis d'expulsion, ce qui, pour être honnête, était techniquement le cas. Puis est venue la surprise. 2 jours plus tard, ma grand-mère a fait une annonce. Elle avait décidé de me transférer une propriété partielle de la maison. C'était comme lâcher une bombe. Elle a dit qu'elle mettait mon nom sur l'acte de propriété, pas parce que je le demandais, mais parce qu'elle voulait clarifier qui était le bienvenu ici et qui ne l'était pas. Elle a dit qu'elle avait passé des années à regarder ma mère et Amanda marcher sur les gens et prétendre qu'il s'agissait simplement de dynamique familiale. Elle en avait assez. Le visage de ma mère est devenu pâle. Amanda a juré qu'elle allait contester.
Elle est montée à l'étage furieuse et a claqué la porte comme si elle avait de nouveau 13 ans. Mon père n'a même pas scié, il est simplement sorti tondre la pelouse pour la 3e fois de la semaine. Mais ce n'était même pas la partie la plus folle. Cette nuit-là, l'ex d'Amanda s'est présenté à la porte. Elle ne l'attendait pas. Personne ne l'attendait. Il avait Lucie avec lui, avec sac à dos, couverture et tout. Il a dit qu'Amanda lui avait refilé la gamine le mois dernier et qu'elle appelait à peine. Il a dit qu'il ne voulait pas la garde exclusive, mais qu'il n'allait pas laisser sa fille être traînée au milieu d'un drame familial. Amanda a refusé de reprendre Lucie. Elle a dit qu'elle n'était pas dans le bon état d'esprit. Alors j'étais là, avec 2 petites filles endormies dans la même chambre, et ma sœur pleurant dans la salle de bain parce que tout ce sur quoi elle avait construit sa vie s'effondrait et que personne ne se précipitait pour la secourir. Et ma mère pensait toujours que c'était temporaire. Elle pensait toujours que grand-mère changerait d'avis. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait suivre. À la fin de cette semaine-là, ils étaient partis. Cela ne s'est pas passé comme je l'imaginais. Pas de dispute hurlante, pas de valises jetées sur la pelouse, juste un camion de déménagement gris dans l'allée par un dimanche matin tranquille, la porte d'entrée s'ouvrant et se fermant, tandis que les cartons étaient sortis un par un. Amanda portait des lunettes de soleil, bien que le temps soit couvert. Ma mère évitait de regarder vers les fenêtres. Mon père gardait la tête basse tout le temps, comme s'il suivait simplement des instructions. Ma grand-mère se tenait à côté de moi sur le perron, les bras croisés, sans dire un mot, sirotant simplement son café comme n'importe quel autre dimanche. Elle n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Nous savions toutes les deux que cela ne concernait plus seulement la maison. C'étaient des années de dommages accumulés qui finissaient par se payer. Amanda a fourré un dernier sac dans le siège avant et a claqué la portière. Le siège auto de Lucie était toujours à l'arrière de ma voiture. Pas un mot de sa part à ce sujet, aucun coup à la porte pour dire au revoir. Rien. Ils sont partis sans un seul regard en arrière. Plus tard dans la journée, j'ai découvert où ils étaient allés. Un appartement de 2 chambres à la lisière de la ville, coincé entre un bureau de change et un pressing abandonné. Le nom d'Amanda n'était même pas sur le bail. Mon père l'avait signé. Le crédit d'Amanda avait subi trop de revers, principalement parce qu'elle achetait des choses qu'elle ne pouvait pas se payer et blâmait les autres quand les factures arrivaient. Mais la partie qui m'a vraiment frappée, c'est que Lucie n'est pas partie avec eux. Elle est restée avec moi, et ils n'ont pas discuté. Au début, ils ont donné des excuses disant qu'il était préférable pour elle de rester dans un endroit stable, qu'Amanda avait besoin de temps pour régler ses affaires, qu'ils ne voulaient pas la troubler pendant la transition. Mais les semaines ont passé, aucun signe qu'ils ne reviennent la chercher. Amanda envoyait un SMS de temps en temps. « Peux-tu t'assurer qu'elle mange des snacks sans gluten ? Ne la laisse pas dormir après 9-0 ? Ça t'ennuie de lui couper les ongles ?» C'était tout, rien sur comment elle allait. Rien sur le fait qu'elle lui manquait. Et Lucie ne demandait jamais après eux. Pas une seule fois. La maison semblait calme pour la première fois depuis des années. Je mettais de la musique le matin, pendant que je préparais le petit déjeuner, et ma fille dansait dans la cuisine. Lucie commençait à la copier, tournoyant en chaussettes. Je les entendais rire à l'étage pendant qu'elle jouait avec des blocs ou essayait de construire un fort avec des oreillers. J'aurais dû avoir l'impression d'avoir gagné, d'avoir reconquis ma vie. Mais ce n'était pas le cas, pas complètement. Parce que même s'ils méritaient ce qui leur arrivait, et au fond de moi je le crois toujours, je ne pouvais pas me défaire de la culpabilité. J'ai commencé à penser à l'expression sur le visage de ma mère le jour où grand-mère lui a remis l'avis d'expulsion. Elle ne semblait pas en colère. Elle ressemblait à une personne qui venait de réaliser qu'elle avait brûlé son dernier pont et ne comprenait pas comment c'était arrivé. Puis, presque comme si l'univers voulait me tester, Lucie est tombée malade, une légère fièvre qui s'est transformée en toux, puis en frisson. Cela l'a frappée vite et fort. Je l'ai emmenée aux urgences. Je suis restée éveillée toute la nuit à la tenir droite pour qu'elle puisse mieux respirer. Je me suis assise près de son lit avec un gant de toilette humide et j'ai vérifié sa température toutes les heures.
J'ai envoyé un SMS à Amanda. Rien. Le lendemain, j'ai renvoyé un SMS. Elle a répondu 6 heures plus tard. Et c'est un humidificateur. C'est ce que je fais. C'était tout. J'ai appelé ma grand-mère le lendemain matin et lui ai demandé si elle pouvait me rejoindre à la banque. Je lui ai dit que je voulais les aider, pas parce qu'ils l'avaient mérité, pas parce que je pensais qu'ils changeraient, mais parce que je ne voulais plus porter ce poids. Je ne voulais pas devenir comme eux, froide, amère, attendant que quelqu'un échoue pour pouvoir dire je te l'avais bien dit. Ma grand-mère m'a regardée en silence pendant une seconde, puis a hoché la tête. Nous nous sommes retrouvés cet après-midi-là, et j'ai retiré 10 000 $. Tout ce que j'avais économisé. Grand-mère a ajouté 10 000 $ de sa poche et me les a remis dans une enveloppe simple. Donne-leur ça. Pas de leçon, pas de condition, mais n'attends pas de gratitude non plus. Elle avait raison. J'ai déposé l'enveloppe moi-même. Mon père a ouvert la porte. Amanda était à l'arrière-plan, les bras croisés, évitant tout contact visuel. Ma mère a pris l'enveloppe sans demander ce que c'était. Elle l'a ouverte sur le champ. Ses yeux ont parcouru les billets et tout ce qu'elle a dit a été « ça devrait t'aider ». Puis elle a fermé la porte. Pas de merci, pas d'excuses, juste le silence. En retournant à ma voiture, je me suis sentie étrange. Ni en colère, ni soulagée, simplement finie. Après ce jour-là, le silence de leur part a été absolu. Pas de SMS, pas de remerciements maladroits, pas de photos de Lucie ou de nouvelles pour savoir comment elle allait. C'était comme s'ils avaient pris l'enveloppe, pris l'argent et s'étaient lavé les mains. Comme s'ils ne me devaient plus rien. Pas un mot d'Amanda, pas un murmure de ma mère. Et honnêtement, c'était paisible. Mais la paix a une façon étrange de faire de la place pour des choses auxquelles on ne s'attend pas. Une fois la tension disparue, j'ai commencé à entendre mes propres pensées plus clairement, et quelque part dans ce calme, j'ai réalisé quelque chose qui m'a serré la poitrine. Je ne voulais pas vivre dans cette maison pour toujours non plus. Même sans eux, même avec la protection de grand-mère, c'était toujours leur maison dans ma tête, toujours pleine de fantômes. Chaque couloir gardait un souvenir que je préférais oublier. Je voulais quelque chose qui soit à moi, un endroit sans cris, sans porte claquée, sans lignes invisibles tracées entre qui comptait et qui ne comptait pas. Une nuit, après que les filles se soient endormies, je l'ai dit à ma grand-mère. Nous étions assises dehors sur les marches arrière. L'air était épais et chaud, le genre d'air qui garde la chaleur longtemps après le coucher du soleil. Je n'ai pas préparé de discours. J'ai juste dit « Je pense que je veux déménager ». Elle m'a regardée pendant une seconde, puis a souri de cette façon qu'elle a toujours quand elle a déjà 5 étapes d'avance. « Bien. Je me demandais quand tu comprendrais ça. » J'ai ri, mais elle n'était pas sarcastique. Elle m'a dit qu'elle avait déjà commencé à mettre de l'argent de côté pour m'aider une fois que je serais prête. Elle a dit qu'elle paierait mon loyer la première année et m'aiderait pour la garde des enfants afin que je puisse retravailler. Elle voulait que je construise quelque chose de stable, de propre, quelque chose qui ne porterait pas le poids des mauvaises décisions des autres. J'ai commencé à chercher le lendemain. En 2 semaines, j'ai trouvé un petit appartement à l'autre bout de la ville. Rien de luxueux, mais il avait 2 chambres, une peinture neuve, une rue calme et un petit patio qui ressemblait à une promesse. Je n'ai dit à personne où j'allais. J'ai simplement emballé mes affaires, nettoyé la chambre qu'Amanda pensait posséder, et je suis partie. Pas de drame, pas d'adieu. Le jour même où j'ai eu les clés, grand-mère a fait son propre mouvement. Elle a convoqué une réunion de famille sans moi et a tout exposé. Elle leur a dit que je n'étais plus là, non pas parce qu'ils avaient gagné, mais parce que j'avais dépassé tout ce désordre. Elle leur a dit que la maison resterait dans la famille, mais pas en leur nom. Elle était toujours à elle, et tant qu'ils voulaient y vivre, ce serait sous ces conditions. Cela signifiait plus de crises, plus de jeux de pouvoir et plus de traitement de la maison comme s'il s'agissait d'un trône. Elle a terminé la conversation avec quelque chose que je ne m'attendais pas à ce qu'elle dise. Antia vous a donné une chance de recommencer.
même après tout ça. Ne lui faites plus honte. Et juste comme ça, ils sont revenus. Ma mère, Amanda, mon père, tous revenant en rampant. Non pas parce qu'ils le voulaient, mais parce qu'ils le devaient. Le loyer qu'ils payaient avait vidé le peu d'argent qu'il leur restait. Amanda a ravalé sa fierté. Ma mère est restée silencieuse. Mon père a suivi comme d'habitude. Lucie est revenue aussi, mais seulement à temps partiel. Elle s'était habituée à la vie avec nous, avec moi et ma fille. Et maintenant, elle allait jongler entre les maisons, quelque chose qu'aucun enfant de 4 ans ne devrait avoir à faire. Mais au moins cette fois, elle ne serait pas ignorée. Le jour où je l'ai déposée, elle m'a serré fort, puis a couru à l'intérieur comme si rien n'avait changé, comme si c'était toujours chez elle. Et être que d'une certaine manière étrange, ça l'était encore. Mais pour moi, j'ai fermé la porte de mon nouvel appartement cette nuit-là, seule avec ma fille endormie au bout du couloir. Et j'ai enfin senti que ma vie commençait. La vie ne s'est pas arrangée magiquement au moment où j'ai déménagé. Il y avait encore des nuits où je restais éveillée à fixer le plafond, écoutant le ronronnement du frigo, me demandant si j'étais vraiment prête à faire ça toute seule. Il y avait des matins où ma fille renversait ses céréales partout et je sentais la vague de panique familière monter dans ma poitrine. Mais la différence était celle-ci. Personne ne criait, personne ne claquait les portes, personne ne me faisait sentir que j'étais à une erreur d'être de nouveau jetée dehors. Le calme n'était plus menaçant. Il était doux. J'ai trouvé un travail à temps partiel à la réception d'une petite clinique. Ce n'était pas impressionnant, mais c'était à moi. Ma grand-mère m'aidait pour la garde de ma fille sans poser de questions. Elle n'a jamais agi comme si elle me sauvait. Elle se présentait simplement quand elle disait qu'elle le ferait et me traitait comme une adulte qui méritait de l'aide, pas comme quelqu'un qui lui devait quelque chose. Petit à petit, ma fille a changé. Elle a arrêté de pleurer quand on éteignait les lumières la nuit. Elle a recommencé à dormir d'une traite. Un soir, elle a couru dans le couloir en riant et a annoncé: c'est notre maison, maman. Pas celle de grand-mère, ni celle de personne d'autre. C'est la nôtre. Cela a failli me briser. Quant à mes parents et Amanda, ils sont restés exactement les mêmes, juste plus bruyants sur Internet et plus silencieux dans la vraie vie. Amanda postait des citations vagues sur la trahison et la loyauté. Ma mère racontait aux proches sa version des faits, omettant la partie où elle avait enfermé sa petite fille dehors la nuit. Ils vivaient de nouveau dans la maison, mais ce n'était plus pareil. Les règles de grand-mère étaient strictes maintenant. Pas de contrôle, pas de drame, pas de faux-semblants de possession. Ils étaient amers. Et pour une fois, cette amertume ne m'atteignait pas. Les mois ont passé. J'ai arrêté d'attendre des excuses. J'ai arrêté de rejouer les vieilles disputes dans ma tête. J'ai arrêté d'imaginer ce que j'aurais dû dire. Le poids que je portais depuis des années a lentement relâché son emprise. Un après-midi, grand-mère est venue avec des courses comme elle le faisait toujours. Avant de partir, elle m'a tendu une pile de papiers pliés. Elle n'a pas expliqué grand-chose, a juste dit que je devrais les lire quand j'aurais le temps. C'était son testament mis à jour. La maison était inscrite à mon nom seul, non partagé ni conditionnel. Mais ce qui a fait trembler mes mains, ce n'était pas ça. C'était la page suivante. Un compte d'épargne au nom de ma fille. Grand-mère y avait mis de l'argent discrètement mois après mois. Elle a écrit une courte note en bas. Elle disait qu'elle voulait qu'au moins un enfant dans cette famille grandisse avec des choix plutôt qu'avec la peur. Je n'ai pas pleuré. Je suis restée assise là pendant un long moment à tenir ces papiers, sentant quelque chose de stable s'installer au fond de ma poitrine. Je visite encore la vieille maison parfois. Lucie court vers moi avec des dessins et des histoires, toujours prête à partir quand il est temps. Mes parents sont polis maintenant. Amanda me regarde à peine. C'est très bien ainsi. Quand je m'en vais en voiture, je ne ressens plus de colère. Je ne ressens pas de culpabilité non plus, parce que je comprends cela maintenant. Je n'ai détruit la vie de personne. Ils l'ont fait eux-mêmes bien avant que je ne passe ce coup de téléphone. Tout ce que j'ai fait, c'est survivre assez longtemps pour choisir quelque chose de mieux.
Et ce petit appartement avec ses meubles dépareillés, ses sols jonchés de jouets et ses nuits paisibles me donne enfin l'impression d'être chez moi.